Bonjour tout le monde, on va être aujourd'hui avec Elestria. J'ai appelé Elestria le truc en général, mais vous allez vous dire, moi je suis ci, moi je suis ça, moi je fais ci, moi je fais... Pas de souci, on se repérera après au t-shirt. Il y a Sauron d'un côté, il y a Elestria de l'autre, avec toutes les récompenses militaires sur le côté. Du coup, j'ai passé, donc il y a alors Vinsou, ça se dit comme ça, Vinsou, du coup, et Sylvain, qui est là pour nous parler d'Elestria. Qu'est-ce que c'est? Vous me voyez pas, c'est normal, hein, je suis là. Qu'est-ce que c'est, à quoi on joue, comment ça va se passer, c'est quand le financement, etc. Je vais laisser la parole d'abord à Sylvain. Et ensuite, Mais qu'est-ce qu'on joue? Elestria, c'est un jeu de rôle qu'on espère innovant et qu'on propose très prochainement au financement participatif. Je présente d'ailleurs Octogone avec mon éditeur, qui aura tout à fait l'impression de vous présenter les choses très prochainement. c'est sérieux avec la... Et donc, dans Elestria, on va interpréter des adeptes. On va interpréter donc un jeu de rôle, hein. On a interprété un rôle. Et donc dans Elestria, des adeptes, des personnages qui vont maîtriser les éléments, comme on peut le voir derrière nous. Donc les 6 éléments d'Elestria, ça va être l'air, l'eau, le feu, le métal, la terre, le vide. Et la nouveauté, c'est que les pouvoirs ne vont pas être décrits. On va pouvoir les interpréter comme on le souhaite. De base, plusieurs de ces personnages, celui de l'air vole, celui de la terre passe à travers les murs. On va essayer de chercher une certaine liberté d'action qui va être portée par le système, qui va être aidée par le système, mais qui ne va pas être limitée par celui-ci. Et ça va principalement être ça. Pardon. Les joies du direct. Bonjour, moi c'est Vinsou, donc des éditions du Crystallium. Une petite maison d'édition qui existe depuis le début d'année et on est très heureux de proposer aujourd'hui à Elestria Octogone et dans la foulée lancer donc l'annonce officielle du prochain financement participatif du jeu qui sera lancé donc le 31 octobre 2022 sur Game on Tabletop. On compte sur vous par millions pour nous aider à aller le plus loin possible dans cette aventure. Ça va arriver vite, hein, du coup. On espère. Ça arrive vite, effectivement. Je profite du coup que vous soyez là tous les deux, auteurs et éditeurs. Comment tu as pu pitcher ton jeu de rôle à un éditeur? Ça, tu vas me dire, c'est mon frère, donc c'était facile. Mais comment tu as pitché ton jeu de rôle à un éditeur et comment l'éditeur il reçoit ce concept-là, il se dit oui, ça j'ai envie de le faire. Du coup, un peu les deux visions. Eh ben, pas si facile que ça, même si avec Vincent ça s'est super bien passé. J'ai essayé de nombreux éditeurs, c'est pas toujours facile de faire sa place et clairement créer son jeu, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'interactions, mais à un moment ou à un autre, les histoires de sauts vont arriver. Hein. Clairement, par exemple, vous voyez là, le financement participatif, le jeu ne fonctionnera pas sans vous, clairement. On va avoir besoin de l'aide des pledgers, on va avoir besoin de l'aide des joueurs. Mais ça ne suffit pas seulement. Clairement, il faut quelqu'un qui va gérer l'impression, qui va gérer la distribution, qui va avoir une ligne éditoriale. Alors effectivement, avec les discrétions du Crystallium, on a convenu presque d'un commun accord, hein, parce qu'il donne une très grande liberté à la création du jeu, ce qui implique bien sûr une responsabilité plus importante pour moi, mais aussi pour lui, parce que je suis son premier test, hein, le premier. Enfin, je sais pas ce qu'il en pense. Alors pour le coup, c'est en effet une grande première pour tous les deux. Toi, en tant que jeune auteur, c'est ton premier jeu. Et moi, en tant que jeune éditeur, ça va être mon premier projet réellement professionnel. Et pour le coup, la rencontre avec Sylvain, elle a été totalement fortuite et elle s'est fait presque naturellement. Elle s'est faite à l'époque où, en fin de compte, pendant les années du Covid, je m'occupais de la partie jeu d'un festival de jeux sur Nice. Donc moi, je suis un Niçois. Le festival, c'était Nice Fiction en question. Et pendant cette période où on a maintenu le festival, en fin de compte, sous Discord, et j'ai eu le plaisir et le privilège de gérer un petit peu la partie jeu, et c'est comme ça que j'ai eu un jeune auteur qui m'a contacté, donc Sylvain Garnier, jeune homme à côté de moi, et on a eu un bon contact et je me suis aperçu que pour le coup c'était un auteur qui courait après toutes les conventions, qui était présent là où il pouvait, et je me suis un petit peu intéressé pour le coup au retour qu'il a eu et au sérieux du jeu, et je me suis rendu compte que c'était un jeu qui présentait très bien, qui était en partie terminé, et que ce soit question système, univers et même au niveau des illustrations. Et à côté de ça, j'avais déjà depuis longtemps une petite ambition d'avancer un peu plus professionnellement dans le milieu du jeu, dans lequel je suis personnellement investi depuis de longues années, que ce soit en tant qu'animateur sur déjà plein d'autres stands, et en gros j'ai eu envie d'être entre guillemets voilà, un peu à mon compte. Et jeune auteur, jeune éditeur, moi, enfin futur, et on avait déjà eu un premier entretien au téléphone. On a concrétisé notre alliance. Voilà, notre futur avancé ensemble. Et on avait un petit peu la même vision d'avancer ensemble dans ce monde, et on a été rapidement d'accord sur pas mal de choses. Donc bon,
disons que la réalité financière d'aujourd'hui, malheureusement, nous rattrape sur certains aspects. Mais en fonction des paliers et du montant qu'on pourra récolter, on pourra, je l'espère, faire ce qu'on voudra. En fait, tu as senti une motivation chez lui parce que tu le voyais courir partout avec son jeu, le présenter partout. Tu sentais qu'il était vraiment motivé, quoi. C'est ça? Ok, vas-y. Alors clairement, moi, le conseil vient de Rémi Saunier. C'est un très grand auteur de jeux de plateau qui m'avait dit de courir les conventions. Ça, je dis ça aux jeunes auteurs. Et également Bruno Guérin, là, qui se trouve derrière Kiefer, là, qui nous interviewe avec ces jeux-là. Et pareil, qui m'a un petit peu donné des ficelles alors, à ma hauteur, hein, d'accord. Hein, je ne vais pas tout révolutionner, mais clairement, les vieux, les rencontres vont nous aider, vont vous aider à fabriquer un jeu. Et puis après, bah, c'est de l'envie personnelle, c'est de la passion, on peut dire, de la passion. On peut dire que tu as beaucoup de passion dans ce que tu fais. C'est un projet que tu développes très personnellement depuis une dizaine d'années. Et c'est précisément tu es le type d'auteur que moi je recherche dans les éditions du Crystalium. C'est-à-dire que j'ai pour ambition principale de, en fin de compte, repérer les jeunes talents et on peut même le dire, les jeunes talents, les jeunes auteurs qui ont beaucoup de difficultés et de galères à contacter les gros éditeurs qui, c'est un petit travers du milieu éditorial. Voilà, merci. Où les gros éditeurs boudent un petit peu les jeunes auteurs parce qu'ils ont un petit peu pignon sur rue, ils le savent très bien. Et il y a beaucoup de jeunes auteurs qui ne trouvent pas d'oreille attentive. Et moi, je veux être cet oreille pour donner la chance aux jeunes auteurs et pouvoir un peu les mettre en avant et montrer qu'il n'y a pas que déjà les grosses licences qui peuvent exploser et encore plus, et qu'il y a aussi de jeunes projets totalement indépendants qui peuvent faire de très bons résultats. C'est quoi le secret du coup ou la stratégie que vous avez mis en place, de ce que vous pouvez dire, hein, pour justement préparer ce financement? Parce qu'on ne se rend pas compte du boulot que c'est derrière aussi un financement. Niveau com, choses comme ça, c'est quoi votre stratégie? C'est quoi vous êtes dit, ça, il ne faut pas qu'on le rate, il ne faut pas qu'on le loupe? Alors c'est tout d'abord clairement le bonheur sans cesse renouvelé des réseaux sociaux. On va pas se mentir, il faut être partout. Alors moi je connaissais le petit oiseau sur fond bleu là, et puis bien sûr il y a eu tous les autres. Faut s'y mettre tranquillement. Il y a eu le Discord. Le Discord, mine de rien, avec le Covid, moi ça a été un tournant. Je jouais jamais en virtuel, et là j'ai dû faire combien? 150, 200 parties? Trop, parce que j'aime bien être avec les gens, mais clairement ça a permis de développer. On s'est rencontrés avec certains auteurs sur des conventions québécoises. Autant vous dire que je ne me serais pas déplacé jusqu'à Montréal en hiver. On a croisé donc Vinsou, je l'ai croisé sur Nice Fiction en virtuel. Beaucoup de personnes se sont croisées en virtuel, et virtuel ça fait bouger énormément les choses. Il y a la version papier, mais il y a la version virtuelle pour croiser. On a des auteurs qui sont suisses, des amis, hein, des Belges qui sont au dehors de nous. Il y a plein de choses, et clairement, oui, les réseaux sociaux, le Discord, l'Internet, clairement en com, faut faire des conventions, faut bouger, faut sortir et croiser des super gentils youtubeurs parce qu'ils sont nombreux, ils sont sympas. Pas tous, mais il y en a certains qui sont vraiment cool. Tu ne donneras pas de nom évidemment, hein, pour ça. Vincent, tu veux dire quelque chose sur ce projet? Le coût de la com, c'est quelque chose de primordial lorsqu'on lance un premier projet. Que ce soit un jeune auteur ou un jeune éditeur. Donc les réseaux sociaux, pour ça, c'est la clé. Des vidéos de présentation, des posts d'évolution sur le projet, donc des nouveaux dessins, des nouvelles conventions, des photos de parties, des parties de démonstration dans des associations locales. Donc pour le coup, tous les deux, on court beaucoup après toutes les conventions où on peut être. J'ai même fait personnellement donc, des conventions seules pour présenter l'Estria, donc à Gémenos et à Clans. Donc on met tous les deux beaucoup notre main à la pâte. Et ensuite, les réseaux sociaux, YouTube, les vidéos et le relationnel, c'est vraiment la clé pendant les confinements. Donc il y a beaucoup de parties qui se sont rapprochées, qui ont pu plus tard se concrétiser certaines relations professionnelles au milieu des jeux, des illustrateurs, des auteurs, des rédacteurs. Et tout ça, là maintenant, aujourd'hui, à Octogone, on retrouve, et même à d'autres conventions, on retrouve souvent les copains, et ça fait très plaisir de retrouver en vrai. Coucou les amis. Coucou les copains, et coucou à ceux qui malheureusement n'ont pas pu venir aussi, parce qu'il y en a aussi plein. Coucou aussi à vous, hein. C'est pour ça qu'il y a du virtuel. Hein.
Donc le relationnel, maintenir le relationnel et par les réseaux sociaux, maintenir donc ce contact avec la communauté qui s'intéresse au projet. On s'aperçoit à notre petit niveau le nombre de followers qui s'intéressent, qui grandit donc, à notre niveau. Donc c'est 2 par-ci, 3 par-là, mais c'est toujours ça qui monte. On a de plus en plus de gens qui nous posent des questions. Ça nous fait plaisir car ce sont des questions qu'on sent personnelles. C'est pas simplement des questions du genre quand est-ce qu'il sort le jeu ou combien ça va coûter. Ça pose des questions sur l'univers. Ce dessin il m'intéresse. Alors c'est qui, comment ça se passe? J'ai lu sur le site internet d'Elestria.fr que bon, on pouvait jouer des adeptes, des génies, des civils. Qu'est-ce que ça veut dire particulièrement? Donc pour le coup après on se passe les consignes entre nous. On prend plaisir à répondre aux questions et c'est comme ça qu'on maintient un petit peu l'intérêt du public. Merci. Du coup, c'est quel type de partie qu'on va faire avec Elestria? Qu'est-ce que ça va proposer de, je vais pas dire différent parce que c'est difficile de réinventer, mais l'identité qu'on va avoir dans les parties d'Elestria un petit peu, dans ce que vous proposez vous sur les salons et choses comme ça, c'est quoi en fait le cœur de tout? La réflexion Alors c'est assez rigolo parce que j'avais des idées bien arrêtées et quand Vinsou a fait des parties, Robin Colo, un Belge qui fait la dernière Apocalypse, ou quand ma co-MJ le fait jouer, chacun a trouvé sa petite note à lui. Et c'est tout à fait appréciable, je vous garantis qu'en tant qu'auteur, c'est tout à fait appréciable. Dans Elestria, ce qu'on va chercher, c'est ce petit plus élémentaire qui vous fait vivre l'aventure, sans vous préoccuper d'histoire d'équipement, d'argent ou de choses comme ça. Des autres jeux le font excessivement bien. Elestria, ça va être un peu compliqué. C'est vraiment une liberté d'action. Vous avez une idée, vous avez envie de faire des choses, le système vous suit derrière. Il ne va pas vous imposer ce que vous voulez faire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai voulu le concevoir. Et on a voulu un truc simple, mais pas forcément sans complexité. On va pouvoir développer les choses, on va pouvoir aller chercher les personnages plus loin, on va pouvoir aller chercher des pouvoirs plus importants. On va pouvoir se passer de ces règles-là éventuellement, mais on va pouvoir les creuser. C'est pour ça que d'ailleurs que j'ai écrit une campagne, qu'on essaiera de faire sortir également. Mais la part de l'imaginaire, en tout cas pour les joueurs, est, j'espère, extrêmement forte. On a bien sûr fait des illustrations, elles sont en style BD, justement pour ne pas imposer les choses, pour pas que ce soit trop réaliste. C'est volontaire. Pour que les personnes puissent elles-mêmes voir comment elles voient leur adepte de l'eau, comment elles voient l'eau qui s'écoule, le vent qui passe, cette flamme au fond d'eux. Toutes ces sortes d'éléments, ça j'aimerais que les joueurs le fassent eux-mêmes, qu'ils aillent chercher l'imagination, qu'ils aillent chercher les lieux. Vous allez sur internet, vous regardez votre fond d'écran sur votre ordinateur, vous pouvez plonger dedans avec Elestria. Les règles vont vous suivre, vous aurez juste à profiter de l'exploration. Alors clairement il va y avoir de l'exploration, de l'enquête bien sûr. Les conflits vont être assez particuliers, on va essayer de les résoudre toujours d'une autre façon. Clairement on vous menace avec une arme, à Elestria, celui du métal peut tordre la balle dans le canon du fusil. Le combat s'arrête, il ne peut plus attaquer, on arrête le combat ici. On n'a pas besoin d'aller plus loin, pas forcément d'entasser les morts comme dans certains jeux pour augmenter les XP là. On peut faire autrement, toujours un petit chemin de traverse. Et donc il y a beaucoup de scénarios qui ont été décrits, qu'on parte soit sur les différents sens, l'odorat, parce qu'avec l'air évidemment, l'eau, avec d'autres éléments on va pouvoir aller chercher l'odorat, on va pouvoir aller chercher le toucher, on va pouvoir aller chercher les textures, on va pouvoir chercher le goût. Bref, j'ai essayé de chercher, en plus de ce jeu assez libre, d'autres choses. Des éléments que je ne trouvais pas dans d'autres jeux ou des scénarios. Et il y en a déjà pas mal décrits. Et en tout cas, on va essayer, lors du CF, de concrétiser tout ça, propre pour vous apporter tout ça. Pour le coup, Elestria, c'est quelque chose que j'avais déjà remarqué à la première lecture des règles, mais qui m'a encore plus frappé lorsque j'ai moi-même maîtrisé le jeu. C'est la manière dont les joueurs résolvent les combats de manière non violente. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu des combats, bon, généralement on va dire qu'ils sont plutôt évités, mais lorsque des fois il y a plus ou moins pas le choix, mais qu'il y a un combat qui arrive, c'est les idées relativement révolutionnaires des joueurs pour avoir résolu ces combats dans les règles de l'art, en utilisant leurs éléments et en s'imprégnant de leurs personnages et en faisant preuve de beaucoup d'imagination pour résoudre le combat sans réelle violence. Où là on sort vraiment, et là ça me fait plaisir à chaque fois de me rendre compte, où on sort d'un combat classique avec par exemple, bon bah, à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Bon bah, j'attaque, coup d'épée, lance tes dés, t'as réussi, ok à toi, qu'est-ce que tu fais? Je me défends, fais ton jet de parade, oui, non, t'as réussi, bon, très classique, ça fonctionne hein, dans la plupart des jeux, mais c'est une manière beaucoup trop classique qui peut paraître des fois un petit peu redondante.
Dans Elestria, on sort complètement de ce genre de schéma. Et dans la mesure où on a vraiment la conscience de son élément, on peut vraiment résoudre les combats de manière totalement originale. Et c'est quelque chose que les joueurs se satisfassent après chaque combat, chaque épreuve et chaque scénario. Et Elestria, c'est typiquement le genre de jeu où on se rend compte de tout ce qu'on aurait pu faire une fois la première partie terminée. Puisque on est toujours habitué à avoir notre fiche de perso avec les caractéristiques, les compétences qui te disent grosso merdo ce que tu peux faire et ce que tu peux pas faire, ou en tout cas ce que tu peux faire difficilement. Dans Elestria, on sort complètement de ce carcan classique et même s'il y a quelque chose qui serait difficile à faire, il n'y a pas vraiment d'échec, mais c'est plutôt une réussite un petit peu moindre. Mais voilà, alternative, mais on n'a pas vraiment de système d'échec. Donc le système 2D, en fait, si vous voulez, va jouer sur est-ce que ce que vous avez en tête va se passer exactement comme vous le vouliez. L'exemple assez simple que je cite assez souvent, c'est je peux penser à une illustration magnifique en tête et vaut mieux que ce soit mon illustratrice. OGD, visiblement, ça merde à chaque fois. Moi, ça fait des petits bonhommes bâtons, c'est pas terrible. Elle a des gros bonus, visiblement, parce que c'est très très beau. Mais voilà, elle l'a en tête et ça sort. Bah voilà, parce que c'est pas toujours facile. Vous voyez cette corbeille à papier, vous avez cette boulette de papier, ça fait 25 fois que vous le faites, et la 26e, ça se passe pas tout comme vous voulez. C'est à ça que servent les dés, à mon sens, hein, comme dans la plupart des jeux. Hein. Mais l'idée dans l'Estria, c'est pousser vraiment à l'extrême. Vous avez encore 2 minutes, ça va? Ok, c'est bien. Du coup, justement, tu parles de l'illustratrice. Quel est l'équipe qu'il y a derrière? Si on regarde un petit peu tout le monde, si vous avez les noms en tête, allez-y, n'hésitez pas à citer un petit peu toutes les types. Et comment vous travaillez tous les deux avec une illustratrice pour vraiment pouvoir pitcher ce que vous avez en tête, ce que vous voulez, ou justement lui laisser la liberté, quand ça revient, vous dire oui, c'est ça que je voulais en fait. Est-ce qu'on peut être surpris aussi par ce qu'on reçoit? Alors, pour l'équipe, l'éditeur, c'est quand même lui qui passe en premier. Je conseille aux auteurs de faire comme ça, parce que sans lui, sinon c'est compliqué pour la fin. Le début, ça peut se faire, mais pas la fin. Bon, l'auteur, moi, hein, Sylvain Garnier, principalement. Mon graphiste, qui m'a aidé un petit peu pour la conception des jeux, dans d'autres jeux d'ailleurs, avec qui il avait participé dans son association, Alexandre Caron. J'ai 2 amis, dont ma co-MJ, qui ne peut pas être là malheureusement, mais qui fait jouer dans d'autres festivals alors que je suis ici. Stéphanie, alias Cléandras, qui a sa chaîne aussi sur Internet. Et Julien Boutreux, mon relecteur récent, qui écrit de la poésie et qui a relu mon ouvrage. Autant vous dire que ça fait mal et qu'il y a encore du boulot. Faut prendre du recul, ouais. Faut prendre beaucoup de recul. Et il y a encore du boulot. Et sinon, pour les illustrations, donc Garnouille Art pour la partie personnage et Yoann Guillot pour les paysages. Effectivement, des illustrateurs. Et là, le boulot avec les illustrateurs, pas simple, faut vous préparer en tant qu'auteur. Hein. Vous avez sûrement quelque chose en tête qui n'est pas si précis que ça. Et quand l'illustrateur va vous dire, mais alors, c'est ça ou c'est ça? C'est pas autre chose. Il a une armure, il a pas d'armure, ça fait quelle taille, il a les cheveux longs, il a les cheveux courts, et vous n'aurez pas pensé à ça. C'est pas un boulot si simple que ça. Parce que ce que vous avez en tête, il faut lui faire passer dans sa tête pour que ça passe dans son crayon. C'est pas facile. Mais une bonne option aussi, c'est de leur laisser un peu de liberté. Et souvent, ils se débrouillent pas mal et je crois qu'on peut dire que c'est plutôt réussi. C'est en effet plutôt réussi et je suis très content du résultat visuel qu'on a d'Elestria. Et pour le coup, ça rentre aussi typiquement dans ma ligne éditoriale en fin de compte pour mes éditions du Crystallium, où j'ai en fin de compte l'ambition de conserver au plus possible le travail original de la vision de l'auteur. Et je trouve que malheureusement, encore aujourd'hui, on entend trop souvent ah oui, mais le jeu est sorti avec le nom de l'auteur flanqué dessus. Mais quand tu parles avec l'auteur, il va te dire oui, mais c'était pas du tout ce que j'avais pensé à la base. C'est-à-dire que dans le processus éditorial, on a malheureusement encore beaucoup d'éditeurs, que ce soit dans le jeu de rôle ou dans le jeu de plateau, qui mettent leur gros doigt et qui changent beaucoup trop de choses. Et j'ai trop d'exemples en tête où un jeu sort et n'a pas grand-chose à voir avec ce que l'auteur voulait à la base. Moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est au contraire d'entretenir au plus possible cette vision que l'auteur avait à la base. Donc, bon, à la limite, à mon niveau, je me contente de relecture, de relire. J'amène un petit peu mon regard et dans la mesure du possible, je dégarnis un petit peu les contours en
en amenant mon regard éditorial et aussi d'acteur du milieu du jeu. On me dit, ah oui, mais là, c'est peut-être pas très bien dit, donc on va dire que j'interviens sur des détails, mais sur par exemple des points importants du système. Si le jeu alors bon, d'une part, si le jeu m'a intéressé pour ce qu'il est, c'est pas pour le changer justement, c'est pour au contraire le pousser comme il est et montrer que c'était une très bonne chose. Et ensuite, si je m'aperçois qu'il y a des gros points de couac le coût de la critique fait forcément partie du travail de l'auteur. Pour le coup, on n'en a pas vraiment eu parce que le système tourne déjà très bien depuis des années. Mais sur d'autres projets sur lesquels j'ai commencé aussi à travailler parce qu'on a ouvert la société en fait en début d'année et j'ai déjà reçu quand même pas mal de protos. Il y a aussi, que ce soit du jeu de rôle ou des jeux de plateau. Et il y a malheureusement aussi pas mal de jeux de plateau qui ont repris le chemin inverse, enfin chemin retour chez leurs propriétaires. Car il y a beaucoup de choses qui me paraissaient pas vraiment carré ni réglo dans la manière d'aborder les règles. Lorsque j'en parle avec l'auteur et que ce dernier veut rien savoir, à un moment donné, si la communication n'est pas possible... Clairement, en tant qu'auteur, c'est le moment où ça va vous casser les genoux. Enfin là, je vous parle d'auteur à auteur pas encore pro, je suis même pas édité. Mais clairement, faut accepter la critique. Il y a des vieux rôlistes, il y a des auteurs très importants. S'ils vous disent quelque chose... ils connaissent un petit peu les choses. Alors, on peut ne pas être d'accord, mais il faut en tenir compte. Et mine de rien, il y a beaucoup de choses. Et il y a encore quelques petits trucs qui vont changer dans Elestria, même si les grandes lignes sont déjà acquises. Mais il y a des petites choses qu'on peut améliorer, que ce soit du vocabulaire. La dédicace à Julien, qui m'a fait changer pas mal de trucs. Mais pas mal de choses. Et puis les systèmes qui sont peut-être bien, mais qui peuvent être des fois un peu lourds. Il faut accepter la critique pour que ce soit publiable. Sinon, ça reste un jeu entre potes. Pour le coup, d'accepter la critique, c'est valable pour les auteurs comme pour les éditeurs, car avant de lancer ma société, j'en ai beaucoup parlé autour de moi par rapport à des connaissances que j'ai dans le milieu éditorial et ainsi que des auteurs relativement connus du milieu francophone. Et ils m'ont beaucoup apporté dans leurs conseils et leur manière de me recommander d'aborder certaines choses. Et je sais que sans certains conseils, il y a des choses que j'aurais ou pas fait différemment, voire mal. Dernière question du coup, pour que je vous libère après. J'ai beaucoup compris que le personnage était vraiment au centre et surtout son élément lié va beaucoup jouer dans la résolution de ses actions et sa manière de résoudre une action en fait. Il est où le groupe un petit peu au milieu de tout ça? Comment se forme le groupe? Et est-ce que c'est possible d'avoir un groupe avec 4-5 éléments différents en fait? Comment vous avez prévu cette création de groupe et cette vie de groupe? C'est le bonheur de faire les scénarios. Pourquoi je dis ça? Parce que clairement vous allez être très vite assez limité. Limité où vous n'allez pas pouvoir faire des choses classiques. Si vous faites un donjon classique, plusieurs pièces sous terre avec des portes métalliques, clairement celui du métal et de la terre vont vous le régler en 2 secondes. Ils vont passer au-dessus, ils vont passer à la dernière pièce, ils vont vous embarquer le trésor, terminé. Et il va falloir réinventer les scénarios, réinventer le pourquoi on joue, réinventer les choses. Alors c'est pour ça qu'on va proposer, en tout cas avec mon éditeur on y tient particulièrement, à proposer des scénarios parce que cette liberté excessive, cette liberté importante, c'est pas si facile que ça à appréhender. Vous allez jouer avec 4 ou 5 personnages, il va y avoir 4 ou 5 éléments, mais pour, entre guillemets, limiter vos joueurs ou les emmener quelque part, ça va pas être si facile que ça. Alors c'est là où le jeu intervient, c'est là où le système va vous apporter des réponses. Et ça se fait très bien. Moi j'adore, on a fait de nombreuses parties, là Octogone j'en ai fait de nombreuses, et de nombreuses avant sur Discord ou autre. Il y a toujours plein de choses à découvrir, mais on va pas se limiter à une carte plane. Ils vont pouvoir aller dessous, dedans, à travers, sur les côtés, dans la rivière de magma, à travers les murs, dans le puits. Ils vont pouvoir aller n'importe où. C'est cette liberté qu'il faut conserver. Alors pour écrire les scénarios, ça demande un peu de doigté, mais le livre sera là pour ça. De nombreux scénarios seront là pour ça. On sera toujours disponible pour développer la communauté autour. Et j'espère qu'on aura plein de nouvelles idées. J'ai déjà reçu des scénarios de personnes extérieures qui m'ont écrit des scénarios. Je les ai remis en forme et on les fera paraître, je pense. Il y a plein de choses qui vont se développer, ça va vraiment être sympa. Pour le coup, Elestria, je commence à prendre l'habitude de le présenter comme étant le jeu de rôle qui prend un petit peu à contre-pied le jeu de rôle classique. C'est-à-dire que pour une partie typique d'un jeu de Medieval Fantasy, le pire ennemi d'un joueur, tout le monde le sait, la porte fermée. Donc,
Généralement, ça se finit sur un jet de crochetage ou si tu as la clé, si tu l'as pas, tu vas tuer un monstre ou tu vas l'acheter. Il y a toujours des moyens techniques et physiques pour se sortir de ce genre de situation. Elestria, c'est totalement le contre-pied de ça, le contre-coup de ça, parce que comme il a dit, donc en métal, on va pouvoir tordre les barreaux, celui-là de la terre va pouvoir passer au travers, celui-là de l'eau va pouvoir se transformer en flaque. Donc l'essentiel, enfin le sel des énigmes du jeu, il n'est pas du tout dans ce genre d'énigmes traditionnelles, porte fermée, succession de salles avec des combats. Il est vraiment dans la découverte des éléments, leur maîtrise, leur utilisation et l'utilisation des sens, des émotions et tout un autre pan d'intrigue qu'on ne trouve pas dans les JDR que moi je considère comme étant classiques. Et moi je trouve que c'est un vrai courant d'air frais dans le JDR. Et surtout, pourquoi prendre la porte? Ça a l'air d'être une question toute bête. Vous allez me dire, ça va, c'est une porte. Mais évidemment qu'il faut la prendre. Et pourquoi on ne ferait pas demi-tour? Il y a quoi vraiment d'important derrière cette porte? Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Qu'est-ce qu'il y a sur les côtés? Il n'y aurait pas une autre porte? Est-ce qu'on ne pourrait pas discuter avec quelqu'un? Les chemins de traverse, il y en a au moins 1000 quand vous avez une porte devant vous. À vous de voir si vous la prenez ou si vous faites autre chose. On revient à penser en 3D. Un petit mot pour finir. Il y a quelque chose que tu viens de dire qui me fait pas mal tiquer, que j'ai beaucoup insisté sur ça sur Gemenos. Ça a été, lorsqu'on est arrivé dans une ville où il y avait une intrigue à faire, des personnages un petit peu particuliers à trouver pour avancer. Ils voulaient avancer de manière, encore une fois, totalement classique, c'est-à-dire sur un plan en 2D. Et j'ai dû à plusieurs fois rappeler que dans l'Elestria, on agissait en 3D. Donc on peut passer par-dessous, par-dessus. Et ça, même après des fois 1 heure de jeu, c'était pas toujours ancré dans la manière où on a toujours l'habitude de jouer de manière un peu classique. On avance sur un plan plat. Lorsqu'il faut passer par-dessous, il faut généralement des moyens techniques pour creuser ou pour voler si on veut voler, donc avec un hélicoptère ou des ailes, des pouvoirs qui utilisent des points de magie. Elestria, c'est pas ça. C'est de manière différente et originale. Ouais, j'aime bien l'idée du penser le jeu en 3D en fait. Je trouve que c'est assez parlant. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. On vous retrouve à Octogone, hein, sur les centres qui sont là. Hey, salut. On est à Octogone, c'est trop bien. Et puis sinon le 31 octobre. Le 31 octobre. Du 31 octobre, on compte sur vous. Sur Game on Tabletop, on compte sur vous, parce que sans vous, c'est pas possible. C'est vrai, à bientôt.